6 mois après, parce qu'il s'était fait la promesse que s'il n'allait pas mieux, il démissionnerait, parce qu'il vit 6 mois de cauchemar où il n'arrive plus à dormir, il a des crises d'angoisse par rapport à tous ces événements qu'il a vécu. Paul Landis démissionne du Secret Service et se lance dans tout à fait une autre carrière. L'histoire, qui est déjà folle comme ça, pourrait s'arrêter là. Mais en fait, elle détruit la base de ce qui est aujourd'hui considéré comme la vérité officielle. Parenthèse, la vérité officielle, c'est une espèce de pléonasme parce que si le rapport officiel de la commission Warren sorti en 64 expliquait qu'il y avait un seul tireur, il ne faut pas oublier qu'en 78, il y a eu une autre enquête du Congrès dans cette période de doute où les Américains découvrent les assassinats politiques, découvrent le Watergate. Il y a une commission d'enquête qui est faite au niveau du Congrès sur l'assassinat de Kennedy, et les conclusions de cette affaire-là, c'est qu'il y a eu 2 tireurs. Donc il y a eu aussi une conclusion officielle dont on parle beaucoup moins, qui va dans le sens contraire de la commission Warren. Mais la commission Warren est basée sur cette idée de cette base cette balle qu'on dénomme maintenant balle magique. Évidemment, la théorie est la single bullet theory, donc la théorie de la balle unique. Elle est devenue magique parce que il faut accepter des grosses entorses aux lois physiques et aux lois de la balistique pour accepter la validité de cette thèse-là. Mais cette thèse-là s'effondre complètement avec l'indice. Alors vous le savez, il y a des éléments, je vais vous expliquer pourquoi on est arrivé à cette thèse-là et pourquoi ensuite l'indice détruit cette thèse-là. On est arrivé à la balle magique parce que au départ, il y a des notions intangibles, des faits que personne, que vous soyez pro-complot ou anti-complot, personne ne peut discuter, qui sont, par exemple, en premier, la durée de la fusillade, entre le premier coup de feu et le dernier coup de feu. Cette séquence, on le sait parce qu'il existe des films, il existe des différents films, on parle du Zapruder, mais pas que, il y a le Nix, il y en a plein d'autres. Cette séquence dure 6,5 secondes. 6,5 secondes. Et donc, une fois qu'on a cette séquence-là, que l'on identifie l'arme du crime, donc qui est un Mannlicher Carcano, qui est une arme de la Seconde Guerre mondiale, une arme italienne, c'est ce qu'on appelle single bolt action, c'est-à-dire que c'est une arme que vous devez réarmer à chaque fois, hein. Ce n'est pas une arme automatique ou semi-automatique, c'est que vous visez, vous tirez, vous réarmez, vous tirez. Il y a une limite physique au nombre de fois, au nombre de coups de feu qui peut être tiré dans ce temps, le temps de la fusillade. On ne peut pas dire, bah tiens, Oswald a tiré 10 fois en 6 secondes et quelques, ce n'est pas possible. Et donc on estime que oui, même si ça a été difficile à recréer sur des cibles mouvantes de la part des meilleurs tireurs d'agences gouvernementales dans le monde entier, que Oswald a réussi cet exploit-là de tirer 3 fois en 6,5 secondes. Et donc, jusqu'en janvier-février 64, l'idée, c'est de dire que la première balle de Kennedy le blesse, passe par travers sa gorge, hein, c'est ce geste qu'il fait, vous le voyez là, lorsque il amène ses mains à sa gorge, donc c'est le premier coup de feu, que le deuxième coup de feu vient blesser Connolly, et que le troisième, c'est le dernier qui est décrit par Paul Landis, et celui qui vient du coup, par l'arrière, exploser la tête de Kennedy. Pendant des mois, et ce sont les informations qui fuitent
c'est les informations que le FBI, qui est en charge de l'enquête, le FBI de J. Edgar Hoover, fait fuiter, c'est la théorie officielle. C'est 3 coups de feu. Et puis, il y a un Texan têtu, allitération en T, qui s'appelle James Tagg, que j'ai rencontré plusieurs fois, qui ne comprend pas pourquoi il n'est pas convoqué par le FBI pour raconter son histoire. James Tagg, lui, était en ville, pas pour voir Kennedy, mais pour voir sa copine qui va devenir sa femme plusieurs fois. Et il est sur Dealey Plaza, si on va revoir on va revoir la carte, il est bloqué dans le trafic, donc vous voyez sur Main Street et Commerce Street, donc le trafic qui remonte vers l'intérieur et qui a été arrêté du moment. Et vous voyez ce pont qui passe, donc le overpass, il est au croisement de ce pont et de Commerce Street. Il est contre un pilier, à regarder de loin le passage le passage de Kennedy, en attendant que le trafic reprenne, qu'il puisse remonter dans sa voiture et aller avoir son déjeuner avec sa future femme. Et il est blessé. Il y a une balle qui vient s'écraser contre un des piliers du pont et qui décroche un morceau de béton et qui vient le couper au niveau de la joue. D'ailleurs, il est décédé depuis, mais je l'ai rencontré, il avait toujours cette cicatrice du 22 novembre 63 sur le visage. Et quand Tagg lit dans la presse la présentation de ce qu'est la vérité officielle, qui n'est pas encore imprimée dans le rapport, mais qui va l'être, qui est de dire que 3 balles ont été tirées, la première dans la gorge de Kennedy, le deuxième sur Connally et la troisième a tué Kennedy, dit mais et moi alors, c'est qui m'a blessé? Et il va prendre un avocat, comme tout bon Américain, et il va faire tous les efforts possibles, il va remuer ciel et terre pour que son histoire soit connue. S'il n'y a pas James Tagg, il n'y a pas besoin d'inventer la théorie de la balle unique, la théorie de la balle magique. Parce que d'un coup, son témoignage veut dire que lui a été blessé par une autre balle, une balle perdue, que la distance où il est, ça ne peut pas être un des éclats, l'endroit où il est, ça ne peut pas être la balle qui est passée dans le cou de Kennedy, et que donc ça veut dire qu'il y a une 4e balle. S'il y a 4 balles, 6,5 secondes, ce n'est pas possible qu'Oswald soit le seul tireur. Et donc il faut trouver une explication logique pour que Tagg soit blessé, et que Oswald continue à tirer 3 coups de feu. Et donc on reprend le scénario. Et on se dit, voilà, donc la balle dans la tête, voilà, on peut rien y faire, c'est la balle dans la tête. Il y a une balle qui rate sa cible, une balle perdue, qui vient blesser James Tagg. Et donc on se retrouve avec une balle qui doit faire tous les dégâts qui restent. C'est-à-dire blesser Kennedy au niveau de la gorge, et ensuite venir blesser John Connally, rentrer à plusieurs entrées. On va vous remettre le schéma, c'est ce que Thomas tout à l'heure vous l'avez mis, c'est ce qui est vraiment clé, qui vous montre le parcours de la balle. Donc on voit la ligne droite qui est la direction prévue de la balle, c'est Kennedy qui est à l'arrière, donc la balle passe par sa gorge, puis en plein air tourne, fait un virage pour venir se planter dans l'épaule de John Connally. John Connally tient son chapeau un Stetson à la main pour saluer la foule, il n'a pas son chapeau sur la tête, son chapeau texan, que la balle vienne lui briser le poignet pour terminer dans sa cuisse gauche. Et donc, il faut justifier toutes ces blessures. Comment Kennedy est touché là, comment Connally est touché à l'épaule, au biceps, au poignet, à la cuisse. Et c'est là qu'on dit, ben voilà, c'est simple. C'est une seule balle qui a créé tout ça. C'est une seule balle qui a fait
ces blessures. Et cette balle, ben, ça tombe bien parce que on en a une qui est celle de une qui a été retrouvée, qui est la CE 399. Donc on revient à Paul Landis, qui a été retrouvée dans un brancard qui a servi à transporter Connolly. Et donc les enquêteurs se disent, ben voilà, cette balle, elle est tombée du corps de Connolly, et que du coup, c'est bien la balle qui a tué tout le monde. C'est la balle magique. C'est la balle magique. Alors évidemment, depuis des années, au-delà du fait, est-ce que c'est possible qu'une balle change de direction? Oui, évidemment, lorsqu'une balle ricoche, mais est-ce que c'est possible qu'une balle passe à travers le dos de Kennedy, sorte de la gorge, pour venir en déperdition de vitesse après avoir encore traversé le bras de Connolly? Donc vous comprenez qu'à chaque fois qu'une balle, un impact de balle passe à travers un corps, la balle est ralentie, donc sa vélocité et donc ses dégâts sont de moins en moins importants, mais que la balle réussit quand même à avoir donc la vitesse nécessaire pour passer à travers du dos de Kennedy. Donc descendez, remontez un petit peu. Donc la balle est tirée du haut vers le bas dans le dos de Kennedy pour ressortir vers le haut dans sa gorge. Et là, avoir suffisamment de vitesse pour rentrer dans le bras de Connolly, venir briser des os qui sont extrêmement solides, qui sont les os de son poignet, pour finalement venir se planter dans sa cuisse et tomber sur le brancard. C'est la théorie officielle. Ce que je vous raconte est la théorie officielle. Tomber sur le brancard à Parkland et être retrouvé. C'est la théorie officielle. Mais maintenant, grâce à l'indice, on a une autre histoire. L'indice raconte que lorsque la balle est trouvée et remise au Secret Service, remise aux membres du Secret Service avec qui il partage son appartement, en plus à Washington, dans ce qui lui permet d'être dans une position un petit peu privilégiée. La réalité, c'est que l'employé de Parkland qui est en train de pousser, on est le lendemain de l'assassinat, qui est en train de pousser le brancard où il y avait John Connolly dessus, le fait rentrer par accident dans un deuxième brancard qui est là, qui attend, qui en fait est celui où était Kennedy. Et donc, dans le choc, la balle tombe sur le sol, il la trouve et va la donner au directeur de Parkland qui va la passer au Secret Service. Pourquoi c'est super important? C'est que toute la théorie de la balle magique, au-delà de ces questions de la loi physique, etc., qui oui, par moments frise de l'absurdité, elle tient que si on part du principe que cette balle a été retrouvée sur John Connolly et est tombée de sa cuisse. Mais maintenant qu'on sait que l'indice raconte que cette balle, il l'a trouvée à l'arrière de la limousine et que il a posé lui-même sur le brancard de Kennedy, ça veut dire que cette balle, si elle est à l'arrière, que Madame Kennedy est assise dessus, d'accord, c'est que cette balle n'a pas pu venir blesser Connolly, lui briser le poignet et venir se loger dans sa cuisse. C'est que cette balle, et c'est pour ça que on s'est toujours étonné de l'état de la CE 399, en se disant mais comment une balle qui va briser des os, qui va passer à travers le corps humain, comment la balle n'indique aucun dégât? Elle n'est pas déformée, exactement JP, elle n'a rien. Parce que dans la réalité, c'est une balle qui a été tirée sur Kennedy. C'est peut-être la balle qui est rentrée dans la gorge, on va en parler dans quelques secondes, et qui est tombée derrière, après avoir traversé sa gorge. On n'a pas retrouvé de balle, on ne l'a pas. Donc c'est peut-être cette balle-là, et donc si la balle traverse sa gorge, vous comprenez qu'on est dans... Il n'y a pas d'os là. Il n'y a pas d'os, donc la balle n'est pas déformée. Mais quand l'indice, dans tous les cas, déformation ou pas, quand l'indice explique que cette balle est à l'arrière et elle est sur le fauteuil où est assis
Madame Kennedy, c'est qu'elle ne peut pas avoir continué son chemin et être venue blesser le gouverneur Connolly. Gouverneur Connolly qui jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'au dernier jour, sa femme pareil, jusqu'à la fin de sa vie, a toujours affirmé qu'il n'avait pas été blessé par la même balle que John Kennedy. Donc il ne croyait pas à la théorie officielle. Parce que c'est ça ce que ça veut dire. Si il y a une balle qui blesse Kennedy au niveau de la gorge, s'il y a une balle perdue qui blesse James Tagg, s'il y a une balle qui fait exploser la tête de Kennedy, il y a au moins une autre balle qui vient blesser John Connolly. Au moins une autre. Ce qui veut dire 4 balles. 4 balles, c'est 2 tireurs. 2 tireurs, ça veut dire que c'est un complot qui s'est déroulé le 22 novembre 63 à Dallas.